À 83 ans, Karen Grassel rompt le silence pour révéler une vie bien plus tumultueuse que celle de la douce maman, que les fans adoraient dans La petite maison dans la prairie. Alors que le public se souvient avec tendresse de Caroline Ingalls, personnage central de la chaleureuse série de NBC inspirée des livres de Laura Ingalls Wilder, la véritable Karen a enduré de profondes tragédies personnelles, un mariage brisé, des traitements dégradants sur le plateau et une lutte acharnée contre l'addiction à l'alcool. Aujourd'hui, nous levons le voile sur son passé caché pour explorer comment ces sombres chapitres ont forgé un héritage de résilience et de force, laissant le monde stupéfait devant la femme derrière le personnage adoré. Percée majeure grâce à son rôle dans La petite maison dans la prairie. Le parcours de Karen Grassel vers la célébrité est une histoire de tragédie personnelle, de détermination implacable et d'un tournant décisif qui a transformé sa vie à jamais. Née dans le nord de la Californie et ayant déménagé avec sa famille à Ventura à l'âge de 5 ans, les premières années de Karen ont été marquées par les forts contrastes de son foyer. Son père, courtier immobilier dont le succès professionnel était éclipsé par ses habitudes destructrices, alcoolique aux fréquentes idées suicidaires, projetait sur la famille une ombre persistante d'instabilité et de désespoir. Au cœur de ce chaos se tenait sa mère, une enseignante dévouée, contrainte d'endurer le comportement imprévisible de son mari et de devenir sévère et inflexible pour affronter les innombrables défis du foyer. Cet environnement de conflit et de persévérance a laissé une empreinte indélébile sur l'identité de Karen, une réalité qu'elle a plus tard reflétée dans son travail. Comme elle l'expliqua un jour, « J'ai basé mon interprétation de la mère dans La petite maison dans la prairie sur l'image forte de ma propre mère. Ma vie est très différente de la sienne. » De ses premières expériences, Karen a absorbé à la fois les cicatrices douloureuses des discordes familiales et un esprit résolu forgé dans l'adversité. Un esprit qui la poussera à chercher réconfort et succès dans les arts du spectacle. Dès son enfance, Karen fut irrésistiblement attirée par le monde de la danse et du théâtre. En s'inscrivant dans une académie de danse locale et en participant aux pièces de théâtre de son école, elle cultiva une passion pour la scène qui devint rapidement le pilier de son avenir. Après avoir obtenu son diplôme du lycée de Ventura en 1959, elle entama un parcours académique qui l'amena d'abord au H. Sophie Newcomb Memorial College de l'université Tulane, puis à l'université de Californie à Berkeley, où elle décrocha en 1965 un double diplôme en anglais et en art dramatique. Son excellence académique et son talent inné lui valurent plus tard une prestigieuse bourse Fulbright pour étudier à la London Academy of Music and Dramatic Art, une expérience qui enrichit profondément sa compréhension du théâtre et de la scène et posa les bases de la carrière éclectique qui l'attendait. Malgré ses débuts prometteurs, la vie professionnelle de Karen fut marquée par de nombreuses difficultés et une grande instabilité. D'abord connue principalement pour son travail sur scène, elle peina à atteindre la sécurité financière tout en jonglant avec les défis d'un milieu théâtral très concurrentiel. Son premier engagement professionnel, une saison au Front Street Theatre à Memphis, dans le Tennessee, suivit son retour de Londres. Pendant ses années à New York, elle se produisit dans divers théâtres résidentiels et de répertoires à travers le pays, apparut dans des productions originales pour PBS et endossa même des rôles dans 3 feuilletons différents. Elle fit ses débuts à Broadway avec la pièce éphémère de Gingham Dog en 1968, participa par la suite à des productions telles que Butterflies Are Free à Broadway et eut une belle série de représentations au Elitch Theatre à Denver, aux côtés de Maureen O'Sullivan et de Brandon DeWilde, qui mourut tragiquement peu après ces représentations. Karen brilla également dans la production de Cymbeline lors du Shakespeare in the Park, collaborant avec des talents comme Christopher Walken, Sam Waterston et William Devane. Pourtant, malgré ses succès artistiques, ses revenus restaient modestes et l'instabilité de sa carrière précoce ne faisait qu'amplifier les pressions sur sa vie personnelle.
À une époque où sa vie privée était en plein chaos, après avoir enduré un premier mariage malheureux qui marqua le début d'une série de 3 unions brisées et l'épreuve douloureuse d'élever un fils, Karen se sentit de plus en plus vulnérable. L'insatisfaction tant sur le plan professionnel que personnel la poussa vers une fuite destructrice dans l'alcool, un schéma effrayamment similaire au comportement autodestructeur de son père. Les sombres couloirs de sa jeunesse étaient pavés de doutes et d'isolement, chaque revers accentuant les blessures émotionnelles, menaçant de submerger son esprit. Puis, au début de 1973, un moment charnière fit irruption et allait bouleverser la trajectoire de la vie de Karen. Au cœur de la tourmente qui suivit l'échec de son premier mariage, elle passa une audition pour le rôle de Caroline Ingalls dans ce qui deviendrait la série télévisée emblématique La Petite Maison dans la Prairie. Disposant de moyens limités, on lui conseilla de porter une robe simple et d'adopter une apparence naturelle et sans fioritures. Déterminée à faire une impression durable, elle prit le risque, certes modeste mais significatif, d'opter pour une simple robe en laine. Un choix, malgré son coût élevé par rapport à ses maigres revenus, qui soulignait son engagement envers son art. Bien qu'elle ne recourût pas à un maquillage lourd, elle souligna suffisamment ses traits pour transmettre sa force intérieure. Dans un moment décisif, quelques minutes après son audition, le réalisateur Michael Landon, qui allait plus tard non seulement diriger mais aussi jouer son mari à l'écran, se leva d'un bond et s'exclama « Amenez-la au costume et à la maquillage ». Cette commande enthousiaste fut la confirmation dont elle avait besoin, signifiant qu'elle possédait une étincelle rare et une authenticité capable de transformer un passé tourmenté en un phare d'espoir à l'écran. Obtenir le rôle de Caroline Ingalls marqua un tournant extraordinaire dans la carrière de Karen. Lancée en 1974, La Petite Maison dans la Prairie devint rapidement une série chérie, enchantant le public pendant 9 saisons. Travaillant côte à côte avec Michael Landon, Karen éprouva un profond sentiment de but et d'épanouissement créatif. Bien qu'elle fût d'abord intimidée par les grandes attentes de Landon, elle finit par admirer son dévouement et son talent, se rappelant souvent comment il portait le poids de tout le film sur ses épaules. Ce respect mutuel entre réalisateur et actrice se transforma en un partenariat professionnel qui non seulement propulsa le succès de la série, mais redessina aussi la vie de Karen en lui apportant stabilité financière et reconnaissance internationale. Des luxes qui lui avaient longtemps échappé durant ses années sur scène. Pourtant, malgré la prospérité et la renommée nouvellement acquises grâce à La Petite Maison dans la Prairie, le calendrier épuisant des tournages et la pression d'une vie publique incessante commencèrent à peser lourdement sur Karen. Les longues heures de travail et l'obligation constante de donner le meilleur d'elle-même affectèrent de son estime de soi et des doutes sur ses propres capacités s'immiscèrent peu à peu. Le processus autrefois joyeux de donner vie à Caroline Ingalls se transforma progressivement en une lutte contre ses démons intérieurs et la difficulté de concilier vie professionnelle et personnelle la conduisit à chercher de plus en plus refuge dans l'alcool. Comme elle l'avoua plus tard, « Je me suis tourné vers l'alcool de plus en plus pour tenter de surmonter ces difficultés. Peu à peu, j'ai senti que ma vie était complètement fausse et horrible. » Cette confession souligne l'ironie tragique que même au moment où elle réalisait une percée capable de transformer sa vie, les cicatrices de son passé et les exigences implacables de sa nouvelle existence menaçaient de compromettre son bien-être. Tout au long de sa carrière, Karen s'était imposée comme une artiste polyvalente, forte d'un riche parcours théâtral qui la prépara aux complexités de la télévision et du cinéma. De ses premiers rôles au Stanford Contemporary Workshop et au Colorado Shakespeare Festival à ses débuts à Broadway et ses apparitions ultérieures dans des productions majeures, chacune de ces expériences affinait son art et approfondissait sa compréhension des arts du spectacle.
Pourtant, c'est sa grande percée dans la petite maison dans la prairie qui non seulement la propulsa sous les feux de la rampe, mais l'obligea également à affronter la douloureuse dichotomie entre son personnage à l'écran et sa vie privée tumultueuse. Relation tendue avec le réalisateur de La petite maison dans la prairie. Au début du tournage de La petite maison dans la prairie, le plateau débordait d'une énergie créative et d'un véritable esprit de camaraderie. Karen Gressle était rapidement devenue l'un des visages les plus appréciés de la série. Au départ, la relation de travail entre Gressle et Michael Landon, qui incarnait non seulement Charles Pas Ingalls, mais dirigeait aussi la série, était empreinte d'un respect mutuel et d'un engagement partagé pour donner vie à l'histoire de la famille Ingalls. Cependant, à mesure que la popularité de l'émission montait en flèche, une tension sous-jacente commença à se faire sentir sur le plateau pour finir par éclater en une série de conflits qui allaient à jamais entacher ce qui avait été une collaboration idéaliste. La situation se dégrada lorsqu'un différend salarial éclata entre Karen Gressle et Michael Landon. Au début du tournage de la 2e saison de La petite maison dans la prairie, leur relation, auparavant professionnelle, se détériora progressivement. Landon, qui détenait un contrôle important sur la production en tant que réalisateur et acteur principal, refusa catégoriquement d'augmenter le salaire de Gressle malgré le succès grandissant de l'émission. Sa position reposait sur la conviction que ses revenus devraient être les mêmes que ceux des enfants acteurs, une logique que Gressle jugea non seulement insultante, mais aussi profondément injuste. À mesure que la production avançait, l'impact du conflit dépassa largement les seuls désaccords financiers. De façon subtile mais indéniable, le rôle autrefois prépondérant de Gressle dans la série commença à s'amenuiser. Son personnage, qui se trouvait au cœur de l'histoire de la famille Ingalls, fut progressivement relégué au second plan, avec moins de scènes et une profondeur réduite pour la chaleureuse et résiliente Ma. Cette exclusion progressive des intrigues principales constituait une forme silencieuse mais puissante de punition, un message clair indiquant que ses contributions étaient dévalorisées. En coulisses, l'atmosphère devenait de plus en plus sombre. Gressle se souvient avec une vive douleur comment le comportement de Landon était passé d'une direction exigeante à une véritable cruauté. Lors de nombreuses revues de tournage en fin d'après-midi, l'attitude de Landon changeait radicalement. Au lieu de prodiguer des critiques constructives, il en venait à se moquer de sa posture et de ses expressions faciales, utilisant ses gestes naturels comme matériaux de raillerie. « J'étais sous le choc », admira-t-elle plus tard dans ses mémoires, un sentiment qui traduisait la trahison et la douleur qu'elle ressentait face à la transformation de son mentor et partenaire en une source d'humiliation. La situation se détériora lors de moments intimes en dehors de la caméra. Le tournage de scènes de chambre, destiné à évoquer tendresse et flirt subtil, se transforma en terrain propice à des comportements inappropriés. Lors de ces prises, certains membres masculins de l'équipe, encouragés par l'attitude de Landon, le poussaient à lancer une série de plaisanteries grossières. Ces remarques, qui passaient d'un échange taquin à des commentaires mordants et désobligeants, laissaient Gressle non seulement embarrassé, mais aussi profondément violé dans un environnement professionnel censé être soutenant et respectueux. C'est lors d'un de ces moments inconfortables que l'étendue de l'insensibilité de Landon devint douloureusement évidente. Alors que l'équipe se rassemblait pour une nouvelle revue des prises du jour, Landon se mit à rire aux dépens de Gressle, d'un ton tranchant et avec des paroles qui fendaient l'ambiance amicale qui avait autrefois caractérisé leurs échanges. L'humiliation fut d'autant plus grande qu'elle ne pouvait s'échapper. Elle était coincée dans l'étroite et austère pièce de la chambre du plateau, obligée de supporter son humour dégradant tandis que les hommes autour d'elle regardaient en silence. Dans cette atmosphère tendue, chaque mot cruel résonnait comme une trahison personnelle, rappelant brutalement que celui qui avait autrefois été son partenaire créatif la considérait désormais comme un simple moyen d'atteindre un but.
Malgré le déluge incessant d'injustice, la résilience de Grassl transparaissait. Avec une détermination silencieuse, elle choisit de rester professionnelle, refusant de réagir violemment, même si chaque incident laissait des cicatrices émotionnelles plus profondes. « Je ne voulais blesser personne, mais j'attendais un salaire équitable », réfléchit-elle plus tard, exprimant ainsi sa foi en un principe de respect mutuel et d'équité. La rupture dans leur relation ne fut pas un incident isolé, mais faisait partie d'un schéma plus large de comportement qui affectait l'ensemble du plateau. Des collègues chuchotaient sur l'exclusion progressive de Grassl des scènes clés, et derrière les portes closes, les discussions sur le traitement des actrices se faisaient de plus en plus fréquentes. Même ceux qui avaient autrefois admiré Landon pour sa vision artistique commencèrent à remettre en question ses méthodes. L'air était chargé d'un mécontentement silencieux, une tension palpable qui soulignait le fossé grandissant entre ambition artistique et les dures réalités d'une industrie souvent marquée par l'exploitation. Au milieu de ce tumulte, la force intérieure de Grassl fut maintes fois mise à l'épreuve. La dévalorisation persistante de son talent, combinée au sexisme flagrant qui semblait imprégner chaque interaction, l'obligea à affronter non seulement les difficultés sur le plateau, mais aussi des questions plus profondes concernant l'estime de soi et l'identité professionnelle. Dans un monde où le faste de la célébrité télévisuelle masquait souvent la face sombre des dessous du show business, l'expérience de Grassl rappelait crûment les sacrifices que de nombreuses femmes dans l'industrie étaient contraintes de faire. La tension entre Grassl et Landon atteignit son paroxysme lors des négociations finales pour la nouvelle saison. Landon, ferme dans sa position, resta insensible aux pressions croissantes en faveur de l'équité. Son refus d'ajuster son salaire fut le reflet d'un mépris plus large pour les contributions des femmes de son équipe. Cette décision affecta non seulement la position professionnelle de Grassl, mais envoya aussi un message décourageant à nombre de ses collègues qui avaient silencieusement supporté des griefs similaires. Dans un moment de lucidité crue, Grassl comprit que sa lutte ne portait pas seulement sur l'argent, il s'agissait du droit fondamental d'être reconnu et respecté pour son talent et son travail acharné. Malgré les disputes amères et l'isolement émotionnel qu'elle subissait, l'histoire de Grassl ne se termina pas dans le désespoir complet. Avec le temps, à mesure que les saisons de La Petite Maison dans la Prairie s'achevaient et que l'industrie commençait à revoir ses attitudes, une opportunité de réconciliation se présenta. Dans les années qui suivirent la fin de la série, Grassl et Landon parvinrent à réparer leurs relations fracturées. Bien que les cicatrices des conflits passés ne disparaissent jamais complètement, cet acte de réconciliation fut le témoignage du pouvoir durable du pardon et de la possibilité de guérir même les blessures les plus profondes. « Je suis très reconnaissante que nous ayons réussi à rétablir nos liens », déclara-t-elle plus tard, reconnaissant avec amertume ce chapitre de sa carrière qui avait été aussi transformateur que tumultueux. L'addiction à l'alcool a failli détruire la vie de Karen. Pendant près d'une décennie, alors qu'elle jouait dans La Petite Maison dans la Prairie, Karen Grassl a lutté contre une addiction à l'alcool qui a profondément impacté sa santé physique, son bien-être mental et sa vie personnelle. Au sommet de sa carrière dans cette série adorée, sa routine quotidienne était fréquemment assombrie par des accès d'ivresse qui la poussaient à prendre de nombreuses décisions regrettables. Un incident marquant fut celui où, sur un coup de tête, elle suivit un homme qu'elle venait de rencontrer dans un avion jusqu'à sa maison. Un exemple évident de la manière dont son état d'esprit altéré dictait souvent ses actions. Sa dépendance à l'alcool affectait non seulement sa capacité de décision, mais contribuait également à une série de relations ratées. Karen a plus tard évoqué son incapacité à faire de bons choix en matière de partenaire, déclarant « Je n'ai jamais su faire de bons choix en matière de partenaire. Je suis une personne plutôt simple et décontractée, et je vivais souvent dans un état de désespoir et d'ivresse. Je dois admettre que les hommes qui ont traversé ma vie avaient aussi de nombreux problèmes chaotiques dans leur propre existence.
Dans l'environnement sous forte pression d'une émission télévisée à succès, où les attentes et les pressions de la célébrité étaient incessantes, sa consommation d'alcool est devenue un handicap majeur. Sur le plateau, il était impossible de ne pas remarquer que Karen arrivait souvent visiblement épuisée et fortement ivre. Les équipes de maquillage et de costumes devaient s'employer avec soin pour dissimuler les signes évidents de son ivresse, une réalité quotidienne qui affectait non seulement ses performances, mais érodait progressivement sa confiance en elle et son estime personnelle. Le contraste entre l'image digne et constante de Caroline Ingalls, un personnage adoré pour sa chaleur et sa résilience, et les luttes personnelles de Karen, était à la fois saisissant et douloureux. Le tournant dans sa longue bataille contre l'addiction survint lorsque les conséquences de ses actions devinrent trop évidentes pour être ignorées. Karen réalisa que si elle n'affrontait pas sa dépendance à l'alcool, celle-ci continuerait de contrôler et de dévaster tous les aspects de sa vie. Dans une interview candide accordée à People, elle se souvient d'un moment particulièrement poignant. « Après être retournée au travail, je n'arrêtais pas de penser à cette bouteille de vin. Je me disais, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis sortie, je suis allée aux toilettes, j'ai utilisé un bain de bouche, j'ai fumé une cigarette, j'ai fait tout ce que je pouvais pour me distraire. Et pourtant, mon esprit me criait, va chercher ce vin, c'était vraiment humiliant. » Ce souvenir illustrait la nature implacable de sa dépendance, une envie constante et intrusive qui sapait chaque tentative de sobriété. La lutte quotidienne pour résister à l'appel de l'alcool était épuisante, et l'humiliation ressentie face à son impuissance soulignait l'urgence d'un changement. Bien qu'elle fût consciente de son problème, le chemin vers la guérison ne fut ni immédiat ni linéaire. Quelques semaines après l'incident décrit ci-dessus, elle devait prendre la parole lors d'une conférence féministe, un moment où l'on attendait d'elle qu'elle serve de modèle. Cependant, elle finit par boire un peu trop de vin avant son intervention. En repensant à ce jour, elle confia « J'ai parlé trop longtemps et j'étais tellement embarrassée d'avoir un peu dérapé devant ces femmes que je respectais. Une d'elles m'a confrontée. Elle savait que j'avais un problème d'alcool, et j'étais tout simplement abasourdie. Je ne pouvais pas le voir. » Cette expérience douloureuse fut un électrochoc, un moment brut de vulnérabilité qui l'obligea à affronter la réalité de sa situation. Une amie de confiance, fraîchement sortie d'une réunion des alcooliques anonymes, lui fit comprendre qu'elle ne pouvait plus gérer sa vie seule. Peu après, le cycle d'espoir et de rechute reprit. Un matin, après une autre nuit de forte consommation d'alcool et une dispute amère avec une amie très chère, Karen atteignit son point de rupture. « Je me suis encore une fois saoulée, j'ai eu une dispute avec une très très chère amie. J'ai pleuré à chaudes larmes, et le lendemain matin, j'en avais assez et je me suis dit « Ça suffit, je ne dois plus jamais boire, et c'est ce qui s'est passé, je ne l'ai plus jamais fait, j'ai cherché de l'aide, et je ne pense pas que j'aurais pu y arriver sans aide. » Cette déclaration fut l'aboutissement de plusieurs années de lutte, un vœu désespéré de reprendre le contrôle de sa vie. Consciente que la route vers la guérison nécessitait plus que de la seule force de volonté, Karen chercha une aide professionnelle et s'appuya sur des groupes de soutien pour transformer son mode de vie, son état d'esprit et son environnement. Le chemin vers la sobriété fut difficile et semé d'embûches, mais il devint finalement le catalyseur d'une transformation personnelle. Grâce aux conseils de thérapeutes, au soutien d'amis et à l'encouragement de collègues acteurs, Karen réussit peu à peu à reconstruire non seulement sa carrière, mais aussi son estime personnelle. En 1977, après s'être pleinement engagée dans sa sobriété, sa santé physique et mentale s'améliora de manière spectaculaire et sa carrière connut un renouveau, comme en témoigne le doublement de son salaire dans la petite maison dans la prairie. Ce regain professionnel confirma que l'adoption de la sobriété avait non seulement sauvé son bien-être, mais avait également rétabli la stabilité et le respect symbolique de son personnage emblématique, Caroline Ingalls. De plus,
Le processus de rétablissement permit à Karen de réparer des relations brisées, notamment avec Michael Landon. Malgré l'histoire tumultueuse qui les liait, leur réconciliation éventuelle devint un symbole de guérison. En repensant à cette période, Karen déclara plus tard « Je suis très heureuse que nous ayons pu nous réconcilier et réparer notre relation. » Ce rapprochement, teinté d'amertume à la lumière du décès de Landon en 1991, marqua un tournant crucial dans sa vie, un témoignage du pouvoir du pardon et de la transformation personnelle. En repensant à ce chapitre douloureux, elle se présente aujourd'hui comme un symbole de force, de stabilité et de respect de soi, prouvant que même nos luttes les plus profondes peuvent mener à une croissance personnelle significative et à un changement durable. Son histoire sincère, tant à l'écran qu'en dehors, nous invite à voir la vulnérabilité comme une source de pouvoir. Comment pensez-vous que la lutte de Karen contre l'addiction a façonné son héritage et influencé son interprétation inoubliable de Caroline Ingalls? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager.